Salut tout le monde, salut le chat, j'espère que vous allez bien. Legistream, c'est reparti. Cette semaine, on va parler immigration, on va parler droit du sol, délinquance des mineurs et ingérence étrangère. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de Fanny. Salut Fanny. Salut Maël. Et de Hugo. Salut Hugo. Et on va accueillir tout de suite notre premier invité, Yann Boucard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député droite républicaine du territoire de Belfort et membre de la commission des lois. Alors, avant qu'on rentre dans le dur du sujet, puisque c'est l'info de ce matin, Bruno Retailleau, candidat à la présidence de LR, pour vous, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée ? Le risque, c'est que ça ouvre une guerre des chefs à droite. Je crois qu'on n'en a pas besoin. On va mieux depuis quelques mois. On est très satisfait de l'action qu'il mène aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que moi, en tant que député, j'aurais souhaité qu'il reste ministre de l'Intérieur à temps plein et qu'on ait un vrai binôme qui s'opère, à savoir lui à Beauvau et Laurent Wauquiez, qui est ici notre président de groupe, qui puisse continuer la refondation du parti qu'il a entamé. Je crois que ça aurait été un binôme très efficace. C'est pour ça que moi, j'espère que Laurent Wauquiez sera candidat, que je pourrai le soutenir. Du coup, je crois que il n'est pas retailliste. Non, c'est ce qu'on aura, c'est ce qu'on aura compris. Au ministère de l'Intérieur, si. Pleinement. Donc plutôt chacun à sa place qu'il est actuellement, c'est... Ça fait 7 ans que je suis député, on n'avait pas de tête d'affiche à droite, on a la chance d'en avoir 2. Donc on a vraiment intérêt, à garder les deux. Il était tête d'affiche et il a démissionné après un échec électoral. On peut voir les choses comme on veut. Je pense qu'il a eu le courage de reconnaître un échec électoral et c'est pas si courant en politique. Ouais. On a besoin de plus de gens de la stature de Laurent, vous avez raison de le souligner. Après, il y a déjà des gens qui sont partis après une défaite électorale, ils sont revenus, ça s'est mal passé. Il y a aussi l'exemple inverse. Alors, je vous propose d'attaquer tout de suite avec notre premier thème. On va parler immigration. Yann Boucard, selon vous, qu'est-ce que c'est être français ? Être français, c'est être attaché aux valeurs de la République, c'est reconnaître notre histoire. D'ailleurs, que cette histoire de France soit aussi l'histoire de notre famille ou pas, parce qu'il y a aussi des gens qui sont arrivés récemment en France et qui sont pleinement français, et pourtant ce n'était pas leur histoire familiale, c'est se reconnaître, je l'ai dit, dans les valeurs de la République, c'est avoir envie de faire avancer ce pays. Mais du coup, c'est une bonne idée, donc, parce que c'est François Bayrou qui veut lancer ce débat, c'est une bonne idée de poser cette question-là ? Ce qui est inquiétant, c'est qu'on ait besoin de se poser cette question-là, parce qu'il y a plein de pays dans le monde où ils se sentent pleinement de telle ou telle nationalité sans avoir à se poser la question. Mais ceci dit, la question que pose le Premier ministre est légitime parce qu'on a aujourd'hui, on le voit bien, même, y compris dans l'hémicycle, des vraies différences d'approche. Et moi, je rêve d'un pays où tous les Français soient fiers de l'être et des bonnes raisons d'ailleurs de l'être. Même si je crois qu'on a plus de raisons de l'être qu'on ne le pense. On est parfois un peu pessimiste dans notre pays sur l'état global de notre pays, qui a bien sûr des choses à revoir, mais qui est quand même pas si mauvais que certains veulent le penser. Donc ce débat, il va se poser très tranquillement. Et en tout cas, nous, on y apportera notre pierre à l'édifice. Ouais. Vous dites il faut vouloir être français, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on prouve en fait cette volonté, tout simplement ? Le fait de résider en France, par exemple, ça ne peut pas être suffisant. Enfin, comment on dit qu'une personne est légitime ou non, entre guillemets, à avoir non, mais la la question de légitimité, elle ne se pose pas. La question de légitimité, vous êtes français parce que vous avez des papiers français. La question de légitimité, elle est posée par la loi, elle est très claire et nette. Il y a des conditions pour acquérir d'ailleurs cette nationalité. Là, la question qui m'est posée, elle est plus philosophique. C'était comment on se sent français. Moi, je pense qu'on se sent français si d'abord on est fier de l'être, je l'ai dit, si on se reconnaît dans les valeurs de la République et si on se reconnaît pleinement dans l'histoire de notre pays avec ses côtés très positifs, parce que la France a toujours été un pays qui compte sur la scène internationale, et aussi ses aspects beaucoup plus sombres qu'il faut reconnaître. Parce que moi, j'ai aussi beaucoup de mal avec ceux qui vous expliquent soit que la France, c'est tout négatif, ça c'est plutôt l'extrême gauche, ou ceux qui vous expliquent que la France, il n'y a eu que du positif dans notre histoire, et ça c'est plutôt l'extrême droite. La France a, comme tous les pays du monde, une histoire nuancée, contrastée. C'est pas tellement ce qu'ils disent, ce que vous appelez l'extrême gauche. Au contraire, quand on écoute Antoine Léaumont qui parle de la République, qui parle des heures glorieuses de la Révolution française, il aime bien, lui, cette France-là, en tout cas. Ouais, la seule période de l'histoire qu'aime Antoine Léaumont, avec qui je m'entends très bien par ailleurs, c'est le moment où on a coupé la tête de milliers de Français. Voilà, c'est pas ma période, c'est pas la période qui me fascine le plus, même si la Révolution française est une partie importante, évidemment, de notre histoire. C'est constitutif de notre ADN, évidemment. Et selon vous, il faudrait que ça aboutisse à quoi ? Parce que Marine Le Pen dit, en gros, ça suffit à nouveau de faire du blabla, des débats. Il faut passer à l'action et demander un référendum sur l'immigration. Vous êtes plutôt pour ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les Français attendent des réponses claires sur l'immigration. Ils n'ont pas envie juste d'un débat sur qu'est-ce qu'être français. On peut se poser ce débat-là philosophique intéressant. Il ne va pas remplacer la question qu'on a à se poser sur l'immigration.
Et plus que sur l'immigration, c'est aussi sur la capacité de notre pays à expulser ceux qui n'ont rien à y faire. Parce que ce débat sur l'immigration est aussi pollué par ça. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a que 7% des obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées aujourd'hui. Et forcément, ça vient polluer le reste du débat. Et sur la question du référendum, il n'y a pas que Marine Le Pen qui le demande. C'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps à droite, que les Français puissent se positionner. Puisque c'est une question qui est évidemment polémique. On sait que si ça vient ici dans l'hémicycle, ça va faire des polémiques pendant des semaines et des mois. C'est une question sociétale. Donc nous, on appelle à ce que les Français puissent se positionner. De façon très prosaïque, comment vous formuleriez la question du référendum? Parce que d'abord, est-ce que c'est une question qui peut rentrer dans le champ du référendum et ensuite, comment on la formule? La réalité, c'est qu'il faut d'abord faire une modification de la Constitution pour ouvrir la voie du référendum. Mais vous savez, je crois que la question sur le référendum, elle est essentielle. Moi, ma circonscription est limitrophe d'un pays qui est la Suisse, où la démocratie est beaucoup plus apaisée, notamment parce que les Suisses sont consultés en permanence. Et ils ne sont pas consultés pour choisir la couleur de la théière sur le plateau d'LCP. Ils sont consultés sur des vrais sujets fondamentaux, sur la réforme des retraites, ils ont été consultés, sur l'immigration, ils sont consultés, sur les congés payés, ils sont consultés. On se rend compte d'ailleurs que les citoyens, quand ils sont consultés fréquemment, ils apportent des réponses qui peuvent apparaître surprenantes aux yeux des journalistes ou des hommes politiques ici vus de France. Parce qu'ils ont une conscience sociétale beaucoup plus forte que la nôtre. On consulte les Français une fois tous les 20 ans ou une fois tous les 5 ans au moment d'une présidentielle. Donc moi je pense qu'il faut ouvrir clairement la voie du référendum et c'est notamment une piste pour réenchanter le terme fort, mais notre démocratie. Et donc, pardon, sur la question, comment vous la formuleriez? Parce que c'est compliqué comme question à trancher pour le commun des mortels, on va dire. La question, elle peut se poser sur la question du droit du sol. On l'a dit, je l'ai exprimé chez vos confrères la semaine dernière. Elle peut s'exprimer sur, pourquoi pas, des quotas d'immigration. Et je rebondis sur une question qui est donnée dans le chat, une question très territoriale, puisque quelqu'un nous demande « L'histoire et la géographie du territoire de Belfort montrent bien que les frontières et la question de la nationalité sont parfois très relatives. N'est-ce pas un problème d'essentialiser cette question sans prendre en compte toutes nos spécificités régionales et ultramarines ?» Très bonne question, ça me donne l'occasion d'expliquer à vos téléspectateurs quand on est sur Twitch. Viewers, voilà, exactement. L'histoire du territoire de Belfort, parce qu'on est le plus petit, mais surtout le plus récent des départements français, hormis Mayotte, puisqu'en 1870, la France a perdu la guerre contre la Prusse, l'Alsace et la Moselle sont rattachés à l'Allemagne, à l'exception de Belfort, qui historiquement était alsacien, mais qui prend son indépendance. Et effectivement, votre viewers fait référence sans doute au fait que beaucoup d'Alsaciens sont venus chez nous pour rester français. Je crois que comparaison n'est pas toujours raison. Et je crois qu'aujourd'hui, les vagues d'immigration ne sont pas exactement les mêmes que celles des centaines d'Alsaciens qui ont franchi la frontière prussienne pour venir à Belfort. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, eux, posent la question, après tout le débat qu'on a eu sur l'aide apportée à Mayotte, sur la question de la restriction du droit du sol. Eux voudraient pouvoir poser la question de l'étendre à l'ensemble du territoire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'y suis favorable, mais je vous le dis, je pense que ça doit faire l'objet d'un référendum, parce que je comprends aussi le raisonnement, pour le coup, de la gauche, qui explique que c'est quelque chose qui est aujourd'hui vraiment qui est un des fondements, on va dire, de notre histoire institutionnelle. Donc si on doit le modifier, je pense que c'est au peuple de le trancher. Et qu'est-ce que vous répondiez à la gauche? Parce que j'ai streamé évidemment cette séance ô combien compliquée de l'Assemblée jeudi dernier, qui est peut-être, si je dois être honnête, une des pires niches parlementaires que j'ai regardées depuis que je les commente. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument de la gauche qui dit qu'on a fait ça à Mayotte, déjà une réforme du droit du sol, qui n'a eu aucun impact, que les naissances ont continué d'augmenter à Mayotte? Vous, votre réponse, c'est qu'il faut aller encore plus loin? Oui, moi je pense qu'il faut aller encore plus loin et je pourrais leur répondre, puisque c'est un raisonnement par l'absurde, que peut-être que si on n'avait pas fait cette première réforme, les naissances auraient encore beaucoup plus augmenté. Et la réalité, c'est que Mayotte et la personne qui m'a posé la question tout à l'heure a raison aussi de le dire. Il y a des spécificités en fonction des territoires et évidemment que la réalité de nos outre-mer n'est pas exactement la même que celle de la métropole. Mayotte, la proximité avec l'île d'Ajuan aux Comores fait qu'on a une situation extrêmement particulière. Et si on revient sur Mayotte, avec notamment la volonté du gouvernement comorien de reprendre le contrôle de Mayotte, ce qui n'est pas caché, ce qui est une ingérence étrangère, je crois que c'est le dernier thème de votre émission. Mais évidemment que la question du droit du sol, ça se pose sur la question de l'immigration. Enfin, tous les élus connaissent des gens qui essaient d'acquérir la nationalité française, non pas pour eux, enfin si pour eux, mais parce que leurs enfants sont français, parce qu'ils ont bénéficié du droit du sol. Évidemment que ça fait partie des questions et des choses qui favorisent l'immigration. Justement, vous parlez de les enfants qui acquièrent la nationalité française. Xavier Bertrand, lui, propose de mettre fin à l'automaticité. Alors, ce qu'il appelle l'automaticité, à voir si c'est vraiment automatique ou pas, pour les enfants nés en France de parents étrangers. Il propose qu'entre, je crois, 16 et 21 ans, ces enfants-là fassent eux-mêmes la démarche de demander la nationalité. Est-ce que finalement, comment
est-ce que vous êtes d'accord? Et ensuite, cette démarche, en quoi elle peut consister? Est-ce que c'est juste une déclaration? Qu'est-ce que vaut une déclaration? Est-ce qu'il faut faire comme pour les naturalisations, mettre des épreuves, entre guillemets? Comment vous voyez la chose? Non, moi je le réforme beaucoup plus fondamentale. Si c'est juste d'envoyer une attestation à la préfecture en disant je veux l'acquérir, objectivement ça ne change rien. On est bien d'accord. À part créer un dispositif de plus qui ne va rien changer fondamentalement à ce qu'on s'est dit précédemment. C'est une fausse bonne idée. Oui. Si c'est juste déclaratif, ça n'apporte rien, c'est ça que vous dites. Il me semble, oui. Enfin, je ne vois pas ce que ça change. Nos confrères de France 2, de l'œil du 20h, ont révélé ce que certains considèrent comme étant un scandale, c'est-à-dire qu'il y a eu, pour justement l'accession à la nationalité française, il faut savoir qu'on passe des examens de cours de France, enfin d'examen de français, etc. Donc on rappelle, il y a B1, B2, niveau universitaire, etc. Et pour obtenir la nationalité française, il faut avoir un niveau universitaire. Et dans le même temps, l'OFII réduit justement l'accessibilité aux cours de français. Donc justement, est-ce que vous trouvez ça honnête, entre guillemets, d'augmenter le niveau pour obtenir le niveau de français, dans le même temps, couper les aides? On rappelle que pour avoir un niveau universitaire, il faut à peu près 3000 heures de cours. Donc on se rend compte de ce que c'est pour des gens qui sont précaires, etc. Quand l'OFII dit après, allez sur Internet, sur une plateforme dédiée, quand les personnes justement qui n'ont pas la nationalité française sont des personnes en situation précaire, qui n'ont pas forcément accès à la nationalité. D'ailleurs, France 2 a fait le test avec des Français, comme certains diraient, de souche, entre guillemets. Je crois 2 ne passent pas l'examen. Sur les 10, 2 ne passent pas l'examen, donc ils ne pourraient même pas être français eux-mêmes. Est-ce que c'est honnête devant l'égalité des chances que la France est censée offrir à ces gens-là? Il y a 2 choses dans ce que vous dites. La première question, et ça je l'entends, c'est d'abord de se dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir un niveau universitaire? Je ne suis pas absolument convaincu, pour être honnête. Parce que moi je connais des gens qui sont arrivés depuis 10 années, qui travaillent depuis 10 années, qui n'ont pas forcément un niveau universitaire, qui contribuent parfaitement à notre société et qui, pour répondre à votre première question, se sont parfaitement intégrés et se sentent français, parfois plus d'ailleurs que certains que vous qualifiez de français de souche. Après, sur la réalité aussi, c'est que sur l'accompagnement qui est donné notamment pour apprendre le français, il y a aussi la question de la quantité de personnes à qui apprendre le français. Et quand on vous dit qu'il y a 7% seulement des OQTF qui sont exécutés, qu'une grande partie des demandes d'asile, on sait par avance qu'elles ne seront pas accordées, oui, c'est sûr que si on accueillait moins, on accueillerait mieux. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux flécher les OQTF? Parce que des fois, on reçoit des OQTF pour, on va dire, des choses tout à fait mineures, et qu'il faudrait peut-être prioriser les personnes considérées comme dangereuses en priorité dans l'OQTF. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que ne pas avoir le droit d'être en France, c'est pas mineur. Le premier motif de QTF, c'est d'abord les gens qui n'ont pas le droit de résider sur le sol français. Oui, mais vous remarquerez qu'il y a quand même des gens qui sont plus dangereux que d'autres. Oui. Il faut prioriser. Vous disiez qu'il faut mettre plus de moyens pour les exécuter. Certains disent qu'il faut peut-être mieux les exécuter. Une différence, c'est qu'on était à l'initiative d'une proposition de loi qui proposait de largement augmenter la durée de rétention en CRA. Et ça, évidemment, ça doit être réservé aux gens dangereux. La mère de famille qui n'a pas le droit d'être là, je ne veux pas l'emprisonner non plus. Par contre, évidemment, les gens dangereux. Et pour le coup, c'est l'exemple, vous savez, de ce frère de terroriste qui est parti en Syrie, qui aujourd'hui est sous surveillance surveillée à Lure. Il ne devrait pas être sous résidence surveillée. Il devrait être soit dans son pays d'origine, soit en Syrie, puisqu'il avait très envie d'être en Syrie, soit en prison. Ça, faut être très clair. Moi, je fais une grosse différence entre ceux qui n'ont pas le droit d'être là et ceux qui sont dangereux. Écoutez, je vous propose, parce que le temps file, je vous propose qu'on passe au deuxième thème, puisque aujourd'hui, ce soir, en séance, débute l'examen de la proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents qui avaient été déposés par Gabriel Attal. Pour donner quelques exemples de mesures qui sont dans le texte, il y a par exemple la création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs de plus de 16 ans, l'extension de la responsabilité des parents pour les dommages causés par leur enfant. Pour vous, c'est un texte qui va dans le bon sens ? Oui, c'est un texte qui va dans le bon sens, sans doute pas suffisamment loin, sans doute aussi, je vais être très honnête, qu'il y a des passages qui sont un peu de la com', mais c'est un texte qui va dans le bon sens. Il faut se rendre compte aujourd'hui qu'on a un vrai problème de délinquance des mineurs, pas que les... J'ai entendu le RN ce matin dire que les mineurs étaient totalement différents de ceux d'avant. J'en suis pas convaincu. Gérald Darmanin aussi dit les délinquants, un mineur d'aujourd'hui n'est pas un mineur de 1945. Oui, enfin, un journaliste d'aujourd'hui n'est pas journaliste de 1945. Ça, la société. On embrasse le RTF. La société évolue évidemment. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de sanctions. On ne peut pas avoir aujourd'hui des jeunes de 15 ans qui sont passés devant la justice pendant 15 reprises et qui n'ont jamais été sanctionnés. Un des principes aussi d'éducation, c'est qu'à un moment, la sanction vaut matière d'apprentissage. Donc quelqu'un qui commet un acte délictueux,
quel que soit son âge, doit être sanctionné beaucoup plus rapidement si on veut que la sanction ait valeur éducative. Et puis ça nous ouvre aussi le débat sur qu'est-ce qu'on fait de ceux qui perturbent lourdement dans les classes. Ça nous ouvre beaucoup de débats. Mais vous savez, on a quand même un vrai phénomène, j'aime pas le terme d'ensauvagement, mais une partie. Et je tiens sur une partie, parce que le problème c'est qu'on dit les mineurs et les jeunes en permanence, comme si tous les jeunes étaient concernés. Je pense qu'il n'y a pas plus de délinquance chez les jeunes, par contre je pense que cette délinquance elle est beaucoup plus violente. Je ne sais pas si vous avez vu les images, et moi elles m'ont beaucoup marqué, elles ont tourné sur internet, de ce match de foot en Seine-et-Marne, entre Meaux et Damary-Lélis, qui dérive. Enfin, les images sont ubuesques, vous voyez un gamin de 16 ans avec un couteau, vous voyez des mecs qui se jettent à 15 sur un autre, il ne faut pas non plus qu'on attende qu'il y ait des morts toutes les semaines pour réagir. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire de la prison? Parce que par exemple, Bruno Retailleau redit qu'il faut remettre les courtes peines dès le premier délit d'un mineur, parce que, donc, pour expliquer, c'est que depuis 2019, il n'y a pas de prison ferme sous 1 mois, des aménagements sous 6 mois de peine. Qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement D'abord, en France, on manque de place en centre éducatif fermé, parce qu'avant la prison, je ne pars pas du principe que le premier délit est toujours un coup de couteau. Donc il y a aussi ce qu'on appelle la délinquance à bas bruit, mais qui devrait être sanctionnée beaucoup plus rapidement, et en tout cas par des mesures éducatives. Et le centre éducatif fermé, pour moi, est une bonne réponse, est une réponse en tout cas adaptée. Et quelque chose dans la proposition de loi de Gabriel Attal qui est très intéressant, c'est d'étendre la responsabilité des parents, parce que ce qui a sans doute changé par rapport à 1945 aussi, c'est la responsabilité des parents. L'engagement des parents, de certains parents là encore, dans l'éducation de leurs enfants, a sans doute beaucoup changé. C'est pas normal qu'on ait des gamins de 14 ans qui se soient retrouvés acheter des cocktails Molotov sur la police au moment des émeutes. Parce qu'évidemment, quand il y a un quartier qui est en émeute, les parents doivent garder leurs gamins de 14 ans à la maison. Et donc, comment on sanctionne les parents de mineurs délinquants? C'est quoi la solution? Est-ce qu'on fait plutôt des amendes? C'est quoi votre proposition, vous? Il y a deux solutions. Soit ils touchent des allocations familiales, il faut trancher dans les allocations familiales, soit effectivement il faut donc augmenter potentiellement leur précarité, qui vont devoir potentiellement faire des choses plus extrêmes pour caricaturer, mettre la daronne à l'abri. Parce que vous pensez que ceux de 14 ans qui jetaient des cocktails Molotov sur la police, ils mettaient la daronne à l'abri? Non mais attendez, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même. Oui, mais les jeunes qui incendient les véhicules de police de 14 ans, ils sont pas là pour mettre bien, excusez-moi, leurs parents. Il faut quand même arrêter de dire ces âneries-là. Puis en plus sur la précarité, c'est un faux débat, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a des mineurs délinquants dont les familles sont pas dans la précarité. Je veux dire, ça c'est vraiment un raisonnement, excusez-moi de l'expression, mais typique de l'extrême gauche. Les gens font de la bêtise parce qu'ils sont dans la précarité. Non, il y a aussi d'ailleurs, on le voit bien chez les adultes, il y a des délinquances en col blanc. Il y a plein de choses comme ça. Donc non, il faut pas. C'est pas une excuse. Et puis moi, vous savez, je connais énormément de familles, d'ailleurs dans ces quartiers, même où il y a eu des émeutes. La plupart des familles gardaient leurs gamins de 14 ans à la maison parce qu'ils tiennent à cœur leur rôle éducatif. Ils ont envie tout bêtement de protéger leurs gamins, quoi. Oui, mais est-ce que le répressif est forcément la solution? Par exemple, vous parlez de ces parents qui n'arrivent pas à garder leurs enfants à la maison. Est-ce qu'il faut forcément les sanctionner? Peut-être les sanctionner dans un deuxième temps, mais déjà aller les voir, dire qu'est-ce qui se passe avec votre enfant, pourquoi vous n'y arrivez pas, et peut-être les accompagner. Mais c'est fait, attendez, dans les collèges, dans les lycées, quand on prend l'exemple d'un gamin qui déraille complètement, qui finit par agresser son prof, c'est rarement la première alerte. Il y a tout un travail éducatif qui a été fait. Enfin, on peut remettre en cause en permanence l'éducation nationale. Moi, je suis convaincu que nos profs, notamment dans les quartiers les plus difficiles, ils ont un engagement qui est incroyable. Ils cherchent à rencontrer les parents, les équipes pédagogiques également. Et on se rend compte d'ailleurs que ces gamins-là, souvent, c'est ceux dont les professeurs n'arrivent pas à toucher les parents. Et on dit dans le chat, les agriculteurs qui incendient les bureaux de l'OFB, ils ne sont pas dans la précarité? Oui, ou est-ce qu'il faut sanctionner leurs parents à eux aussi? Mais ils sont sanctionnés, les agriculteurs, quand il faut sanctionner leurs parents s'ils sont mineurs. D'accord? Mais moi, vous savez, les émeutiers majeurs, je ne demande pas de sanctionner leurs parents, je demande de sanctionner les émeutiers. Ce que souligne Hugo, je trouve, c'est aussi la question Ce que souligne Hugo, c'est aussi la question, je trouve, des causes, en fait. Qu'est-ce qui provoque cette violence, etc. Est-ce que c'est pas là aussi qu'il faut peut-être trouver des réponses plutôt que de parler de prison, etc. Par exemple, je pense aux réseaux sociaux, pour ne prendre qu'un exemple. Est-ce que c'est pas là-dessus aussi qu'il y a un levier à activer plutôt que de parler de répression, finalement? Est-ce que vous pensez que les émeutes qui ont frappé notre pays il y a 2 ans, c'est la faute des réseaux sociaux? Je ne pense pas. Moi, je pense pas. Non, ça peut amplifier le phénomène. Il y a un effet d'entraînement, qui a un effet d'amplification, évidemment. Après, moi, je crois à la responsabilité, en fait. Sans doute parce que je crois à l'intelligence des gens, quel que soit le quartier où ils vivent, quelle que soit leur précarité ou autre. Je pense que la personne, qui soit mineure ou majeure, qui fait le choix d'aller dans les émeutes pour tirer sur la police, il fait un choix personnel. S'il n'est pas assez réfléchi, c'est son problème. Mais moi, je crois dans la responsabilité individuelle des gens. Mais pardon, excuse-moi Hugo. Justement, les émeutes de 2023 que vous citez après la mort de Naël... je les cite parce que c'est l'origine du texte de Chatal. Tout à fait, c'est le déclenchement de la loi, de la proposition de loi. À ce moment-là, on a énormément entendu, oui, mais nous, de toute façon, en fait, si on s'en prend à ce qui représente l'État, c'est parce que l'État nous a en fait délaissés. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je réponds qu'on a encore un problème dans beaucoup de quartiers politiques de la ville, mais on ne peut pas dire que l'État délaisse. Si vous prenez la moyenne d'investissement dans les quartiers politiques de la ville par rapport à la ruralité où vivent nos agriculteurs que vous évoquiez tout à l'heure, l'investissement de l'État, il est conséquent. On peut dire que l'investissement n'est pas bon, on peut dire qu'il n'y a pas suffisamment en tout cas, il n'est pas bien perçu par les habitants, visiblement. Oui, mais sans doute, mais d'abord pour un problème de sécurité. Et moi, je veux le dire, parce que j'ai dans ma circonscription des quartiers politiques de la ville, je suis moi-même né et j'ai grandi dans un quartier politique de la ville. La première demande, et ça on l'oublie souvent quand on parle des quartiers, parce que quand on parle des quartiers, malheureusement, on parle des émeutes, on ne parle pas de tous ces jeunes qui réussissent et dont la première volonté est de quitter le quartier, malheureusement, mais la première demande des quartiers, dans les quartiers, et notamment des mamans, c'est la sécurité. Moi, j'ai été très frappé à Belfort quand le maire de droite, élu en 2014, mon prédécesseur Damien Meslot, met des mesures de sécurité, renforce la police municipale, etc. Les premiers qui viennent le remercier, c'est les gens issus des quartiers, parce que c'est eux dont la voiture se fait brûler quand il y a des émeutes, c'est eux dont les gamins sont en danger quand il y a des émeutes. Il ne faut pas croire que les gens des quartiers sont favorables aux émeutes, bien au contraire. Et pour parler aussi de répression, puisque je vois dans le chat, ça parle, le problème c'est la répression ne fonctionne pas, etc. Moi je voulais parler de la drogue, parce que c'est aussi un gros sujet du moment. La drogue est dans toutes les sphères de la société, en politique, à la télé, sur Twitch, bref, c'est dans toutes les sphères de la société. Est-ce que finalement, ça fait aller quoi 30, 40 ans qu'on fait une politique de répression sur la drogue? Alors vous allez me dire, pas assez, ça fait des années qu'on a une politique de gauche au niveau de la justice, etc. Mais est-ce que finalement, la répression, c'est pas un échec et qu'il faudrait faire une approche différente? Je ne parle pas pour toutes les drogues. Celle qui me vient en tête, évidemment, c'est le cannabis. Un Français sur deux, je crois, dans les statistiques, a déjà consommé ou essayé le cannabis. Donc, ce qui veut dire qu'en plateau, potentiellement, 2 d'entre nous l'ont fait. Voilà. Mais le CESE, lui, planche pour, de mémoire, je crois, la dépénalisation, si ma mémoire est bonne, pas la légalisation, peut-être, j'ai un doute sur ça. Mais est-ce que finalement, ne serait-ce sur le cannabis, ça créerait du business, ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, ça créerait de l'emploi, ça permettrait d'investir et de flécher l'argent dans la santé pour accompagner les gens addicts, etc. Est-ce que sur le cannabis, il n'y a pas une forme d'hypocrisie française ? Non, je crois pas. D'abord, on dit qu'on sanctionne. Vous n'allez pas en prison parce que vous avez fumé un joint, il faut être honnête. Heureusement. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas quand même. Après, la question, oui, on est aujourd'hui le pays, on doit réinterroger notre système, c'est sûr, parce qu'on est le pays sans doute le plus répressif en Europe sur ces questions-là, et on est le pays où notamment les jeunes fument le plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre système qui ne marche pas. De là à se dire que du coup, moi j'estime que c'est dangereux. Les médecins estiment que c'est dangereux, de se dire ça ne marche pas ce qu'on fait, donc du coup autant le légaliser. Non, j'y suis pas favorable. Après qu'on réinterroge notre système, parce que effectivement nos policiers notamment y passent beaucoup de temps pour des résultats qui sont évidemment pas satisfaisants. Oui, ça doit nous interroger. Après, la réalité, c'est que sur l'aspect de la sécurité, ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'évidemment que ceux qui vivent aujourd'hui du cannabis continueront à en vendre, et du cannabis beaucoup plus fort que celui qui sera proposé par l'État. Et si le cannabis marche plus, ils vendront autre chose, parce que vous avez bien compris aussi que c'est une économie parallèle qui fait vivre malheureusement beaucoup de gens. Eh bien, écoutez, je vous propose de terminer. Il nous reste quelques minutes encore pour parler des ingérences étrangères. Vous avez posé plusieurs fois les questions, interpellé le gouvernement sur les ingérences étrangères. Moi, je pense surtout à ce qui se passe outre-Atlantique, aux États-Unis. Est-ce qu'il faut se méfier aujourd'hui de l'administration de Donald Trump et notamment d'Elon Musk, qui a une part, qui est vraiment le bras droit de Donald Trump aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'en méfier? En tout cas, il nous faut recouvrir sur tous les aspects notre indépendance. Il est évident qu'on ne peut pas, à chaque élection présidentielle américaine tous les 4 ans, se poser la question de est-ce qu'on va être en danger, est-ce qu'on va être menacé. On voit bien aujourd'hui, et le programme de Donald Trump, il est évident, hein, America First, Make America Great Again, désolé pour mon anglais, c'est très clair qu'il n'en a rien à faire ni de l'Europe ni de la France, et que si il peut nous utiliser dans sa guerre contre la Chine, il le fera, il n'aura pas d'état d'âme. Et effectivement, Elon Musk, qui maintenant veut développer son mouvement méga en Europe, j'ai envie d'abord lui dire de s'occuper de ce qui le regarde, c'est-à-dire du pays dans lequel il est secrétaire d'État, les États-Unis, a émis de son pays d'origine, l'Afrique du Sud, mais qui nous laisse faire les choses. Mais ça doit nous réinterroger, nous, sur ce qu'on fait en tant que Français, sur ce qu'on fait en tant qu'Européens. Vous voyez, typiquement, je vois qu'on parle de voitures, je ne sais pas du tout si c'est un lien, mais quand en France, on s'imagine pouvoir interdire les moteurs thermiques en Europe à l'horizon 2035, alors qu'aujourd'hui, on produit beaucoup de voitures, mais très peu de voitures électriques,
que la principale source de revenus de M. Musk, c'est les voitures électriques, que les Américains vont couper les taxes, enfin, vont doubler les taxes, pardon, sur l'industrie chinoise, qu'évidemment les Chinois vont vouloir déverser leurs véhicules en France, et en Europe en tout cas. C'est-à-dire que nous, d'abord, on se prive d'emploi, on se prive de revenus, et en plus, on va armer et les États-Unis et la Chine dans leur guerre commerciale, en partie contre nous. Donc c'est-à-dire qu'on doit aussi avoir un raisonnement, nous, beaucoup plus mondialisé, mais mondialisé dans le sens de nos intérêts. Parce qu'en Europe, on a souvent un raisonnement très bisounours, c'est super pour un tel, c'est pour un tel. Les États-Unis ne fonctionnent pas comme ça, la Russie, on l'a compris depuis longtemps, ne fonctionne pas comme ça, la Chine non plus, et demain, l'Afrique, qui, je l'espère, va poursuivre son développement, ne va pas raisonner comme ça, ils auront bien raison. Donc on ne peut pas être les seuls bisounours au milieu. La solution, elle vient de nous en France, nous au niveau européen, elle vient... Bien sûr, d'abord, si je reprends juste mon exemple des véhicules que j'ai pris volontairement, les États-Unis ont mis 50% de taxes sur les véhicules chinois, on doit faire la même chose. Si on ne veut pas demain être envahi par les véhicules chinois, on doit faire la même chose pour se donner soit le temps, ce que je souhaite, de repousser cette interdiction des véhicules thermiques à 2035, soit à minima de développer notre industrie propre en Europe. On a les moyens, comme les États-Unis, de prendre ce genre de mesures à l'encontre de la Chine, vous pensez ? Mais on aura les moyens qu'on se donne. Si on continue à être dépendant tout le temps, en fait, plus on va avancer dans le temps et à pas se donner les moyens, moins on les aura in fine. Le problème, c'est qu'on les a plus tellement parce que ça fait 20 ans qu'on se comporte, qu'on est trop gentil, qu'on est dans un espace rêvé. Mais après, tu sais, il y a aussi d'autres partenariats qui peuvent être développés pour sortir de ce diptyque. Moi, je suis pas du tout macroniste, mais je pense qu'il a raison, par exemple, de beaucoup plus travailler avec le président indien et que c'est très bien que la France soit un partenaire majeur de l'Inde. Demain, on doit être un partenaire majeur de l'Afrique du Sud, continuer au partenariat, notamment avec le Maroc, avec tous ces pays qui sont, oui, bien sûr, qui sont en développement colossal. Donc oui, on doit sortir de ce duopole. Et il y a un sujet dont on n'a pas encore évoqué et qui est lié à Trump et à Musk, c'est l'extrême droite. Certains parlent de fascisme. C'est vrai qu'il y a une odeur assez rance quand même dans l'air, même en France, depuis quelques mois quand même. On a observé un basculement dans les propos, dans les propositions, dans le tout et n'importe quoi. Des digues sautent de plus en plus. Ça vous inquiète, vous, cette extrême droitisation de la société et du monde ? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne réponde pas aux aspirations des Français. Parce que je crois que ce qui fait monter les extrêmes, à droite comme à gauche, c'est de ne pas répondre aux aspirations des Français. Si à chaque fois qu'il y a des messages qui nous sont envoyés, on se contente de demi-mesures, on se contente de se dire ah oui, mais l'Europe, avec l'Europe, on ne peut pas, ou alors oui, mais la Constitution, quand même, il faudrait qu'on regarde peut-être que dans 10 ans, etc., etc. C'est ce qui fait monter. C'est ce qui fait monter, j'en suis convaincu, les extrêmes. Mais si vous regardez... comment est élu Donald Trump la première fois, c'est exactement comme ça. C'est parce qu'à un moment, on sort de 2 mandats d'Obama, qui, nous, vu de France, c'est un super président, vu de New York ou de Californie aussi, vu du Kentucky, pas du tout. Donc il faut aussi penser à répondre à ce que demandent les gens. Pour compléter la question de Hugo, Elon Musk, on lui reproche justement de faire ami-ami, entre guillemets, avec l'extrême droite allemande. On lui a aussi reproché de s'en prendre au Premier ministre britannique. Est-ce que vous pensez qu'il peut avoir un impact sur les prochaines élections en France ? Moi, je crois les Français beaucoup plus intelligents que ça. Et franchement, je pense qu'Elon Musk pèse 0 voix en France. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, un secrétaire d'État américain se permette, que ce soit l'extrême droite ou un autre d'ailleurs, il n'a pas à faire d'ingérence ni en Allemagne ni en Grande-Bretagne. La question de avec qui il le fait me perturbe pas plus que ça. Parce que la question, c'est pourquoi il le fait déjà. Et ça veut dire aussi que nos démocraties sont suffisamment fragiles pour que ça puisse avoir un impact. C'est ça qui m'inquiète. Ouais. Est-ce que c'est un calcul cynique économique dont on parlait tout à l'heure ? Est-ce que c'est une vraie question idéologique, vous pensez ? Je pense qu'il y a je pense qu'il y a un peu des deux, mais je pense que le calcul cynique est quand même pas à exclure, parce que je vous rappelle qu'en 2016, si je ne me trompe pas, M. Musk soutenait Hillary Clinton. Donc vous voyez, il y a quand même un gros gap entre Hillary Clinton et Donald Trump. Et juste pour terminer, il nous reste 2 minutes. Vous venez de parler des Français. Là, il y a une enquête du Cevipof sur la confiance des Français dans le personnel politique, qui montre qu'il y a une méfiance. 45% des Français, cette année, dit avoir une méfiance à l'égard des politiques. L'année dernière, c'était 38%, c'est quand même un gros écart. Vous, personnellement, ça vous fait quoi de voir ça, de voir ce sentiment des Français ? Mais je les comprends, parce que c'est quoi l'image qu'on renvoie depuis juin dernier ? C'est une dissolution menée par le président de la République parce qu'il est vexé de son score aux européennes. C'est ensuite pas de majorité à l'Assemblée, un pays qui est bloqué, un gouvernement qui est renversé au bout de 3 mois, là un budget qui est adopté parce qu'il faut un budget, mais où chacun s'accorde à dire qu'il n'est pas satisfaisant, et la perspective que peut-être jusqu'en 2027 le pays soit bloqué. Donc moi je comprends, oui, que les Français soient déçus de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et globalement dans le paysage politique.
politique. Et c'est pour ça que moi j'appelle à des réformes structurelles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que si on avance comme ça, oui, alors on va renforcer effectivement les extrêmes. Si d'ici à 2027, on n'est pas capable de proposer quelque chose d'autre, d'avoir la moindre réforme, je comprendrais que les Français ils veulent balayer tout le monde. Ouais. Vous le sentez, ça, cette défiance sur le territoire chez vous Alors, oui, on le sent, mais c'est toujours particulier parce que les gens, typiquement, quand il y a le désordre, jeudi dernier lors de notre niche, moi ce week-end j'étais dans ma circonscription, les gens disent mais c'est pas possible le spectacle envoyé à l'Assemblée, et puis derrière ils disent heureusement que vous en faites pas partie. Évidemment. Mais oui, on sent qu'il y a une certaine lassitude parce que les Français attendent plus de nous, oui. Écoutez, on leur passe le message et en tout cas on vous dit merci beaucoup Yann Boucard d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, à celles du chat. Si je ne me trompe bonne journée, merci pour tout. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir Stéphane Vogetta qui attend juste derrière la place. Je vous en prie, allez-y, installez-vous. Stéphane Vogetta, bienvenue. Non, Voretta. Voretta ? Ah oui, parce qu'il faut... Parce qu'il faut le dire, Stéphane Vogetta est un habitué de ma chaîne et à chaque fois que je le reçois, je dis Stéphane Voretta. Et ça lui fait plaisir ? C'est mon plaisir personnel. Non. Voilà. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur Coutu. Moi aussi. Donc Stéphane Vogetta, vous êtes député apparenté Ensemble pour la République des Français de l'étranger. Donc dans votre cas, c'est l'Espagne, le Portugal, Monaco, Andorre. Et Andorre. Voilà. Normalement le compte est bon. Bienvenue. Même question pour démarrer qu'à Yann Boucard. C'est François Bayrou qui pose cette question. Qu'est-ce que c'est qu'être français, selon vous ? Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Dire ça à un binat. Alors je ne suis pas binat. Ah non, c'est l'épouse qui est... J'aurais pu l'être. Non, mes enfants sont binationaux. J'aurais pu l'être, j'avais commencé la procédure d'acquisition de la nationalité espagnole et effectivement, du coup, j'ai pas pu la terminer puisque je suis devenu député entre-temps et que les agendas d'examen et de session à Paris n'étaient pas compatibles. Mais du coup, je l'ai un peu pris personnellement quand, lors de la dernière campagne législative, on a vu le RN un peu voguer entre deux eaux sur les droits ou les non-droits des binationaux. Et effectivement, je me suis posé la question à ce moment-là, est-ce que mes enfants, qui sont pourtant culturellement, intrinsèquement, génétiquement, on va dire ça comme ça, français, sont moins français que d'autres parce que pour des circonstances lambda, ils ont à un moment acquis une autre nationalité, peut-être parce qu'ils se sont mariés, peut-être parce qu'ils sont tombés amoureux, qu'ils sont allés s'installer dans un autre pays. Et j'ai trouvé ça assez injuste comme questionnement. En fait, on est français parce qu'on a envie d'être français. Oui, vous en pensez quoi de ce débat Est-ce qu'il faut avoir ce débat que veut lancer François Bayrou ? Sur le droit du sol ? Alors lui, il pose la question comme ça de qu'est-ce qu'être français. Est-ce que pour vous, derrière tout ça, est-ce que c'est un débat qu'il faut Chacun doit se poser la pas question, effectivement, mais je ne pense pas que ce soit aux législateurs d'y répondre. Je pense que c'est à chacun, au quotidien, de se dire oui, je suis français, oui, je veux participer à la vie publique de ce pays. Moi-même, je suis français, mais j'ai quitté la France il y a bientôt 30 ans. Je monte à Paris une fois par semaine pour y exercer mon activité de parlementaire, mais malgré ça, je reste impliqué dans la vie française. Dans mes pays d'expatriation, que c'est été à Londres ou à Madrid, je continue à participer à la communauté française, aux associations, aux établissements d'enseignement français. Je veux être français, je veux continuer à être français, à affirmer ma francitude. Maintenant, vous êtes en France, vous résidez dans ce pays, est-ce que vous voulez être français? Est-ce que vous voulez appartenir à cette communauté? C'est la question que chacun doit se poser, effectivement. Et pour moi, ce n'est pas une question de papier. Il n'y a pas de Français de papier. Il y a des Français qui veulent être Français. Il y a des personnes qui vivent sur le territoire qui peuvent vouloir être Français et appartenir à la communauté. Il y a d'autres qui n'ont probablement pas très envie d'appartenir à cette communauté. Et eux doivent se poser la question, est-ce que, si je ne veux pas être Français, est-ce que je fais bien d'être ici? Et est-ce que ça doit donner l'occasion d'avoir un débat sur l'immigration? Parce que c'est ça un peu la finalité. Est-ce qu'il faut avoir ce... Ça n'a pas grand-chose à voir, à mon avis. En fait, quand on regarde la réalité, le problème, s'il y a un problème, le problème que certains veulent nous dépeindre, n'est pas lié à ceux qui viendraient en France parce qu'ils pensent qu'ils pourraient un jour obtenir la nationalité française. Le problème de la France, c'est plus ceux qui sont en France, qui n'ont pas forcément le faciès typique ou caricatural du français, mais qui sont là depuis plusieurs générations, mais qui
pour certaines raisons, n'ont pas envie d'être français, n'ont pas envie de faire France avec le reste de la communauté nationale. Et le problème, c'est que ces personnes-là ont parfois des attitudes qui dérivent sur des problématiques de sécurité ou de civilité qui nuisent au vivre ensemble, effectivement. Et là, on voit quand on pose... Quand François Bayrou pose cette question, typiquement, on a eu la réponse de Yann Boucard, on voit le Rassemblement national qui saute un peu sur l'occasion pour dire « Ah, mais il ne faut pas qu'on en discute, il faut qu'on ait alors ils disent, il faut qu'on ait un référendum sur l'immigration pour prendre… On met des pièces dans la machine, effectivement. François Bayrou le fait, c'est cynique. Il le fait car il doit soigner son aile droite, tout comme il soigne son aile gauche, en négociant avec le PS sur des éléments budgétaires. Et justement, c'est les échanges qu'on a eus souvent sur la chaîne. J'ai souvent demandé qu'est-ce qui vous ferait quitter la Macronie. Là, il y a Belkir Belhaddad qui est député de Meurthe-et-Moselle ou de Moselle, de Moselle, qui a annoncé quitter le groupe EPR. Tu n'as pas compris. Vous avez pas compris? Non, j'aime bien Belkir. Ouais, d'habitude, on suit toi, d'habitude. Surveillez-vous. J'ai pas compris Belkir. J'aime bien Belkir, on se connaît, mais on a l'impression qu'il y a eu une expression officielle du groupe EPR qui dit on est pour la remise en cause du droit du sol en France. J'ai rien entendu. Moi, j'ai entendu un ministre, Gérald Darmanin, qui s'exprimait là-dessus. J'ai entendu François Bayrou. J'ai entendu d'autres personnes au sein du groupe EPR dire le contraire, dont certains qui sont ministres, à des rangs plus élevés que M. Darmanin. Donc, j'ai pas compris. On rappelle qu'il a été victime de racisme aussi. Il avait été traité de racaille par le député pas quelqu'un du groupe. Il a été traité de racaille par Jacobelli, le député RN. Oui. Et on l'a défendu à l'époque. Je l'ai défendu à l'époque, Belkir. Donc, je vois pas pourquoi. En même temps, la question pour moi n'est pas de quitter la Macronie ou pas. Moi, la Macronie m'a déjà quitté il y a un certain temps. Mais on cohabite d'une manière plutôt pacifiée et agréable. Ceci dit, c'est vrai que ça fait partie des moments où je dois dire, je m'exprime aujourd'hui en tant qu'individu, en tant que député indépendant, et je ne représente en rien le groupe EPR. Quand je m'exprime, apparenté au groupe. Je suis apparenté. Petite précision, lui, il évoque justement, je crois qu'il parlait du droit du sol, il dit qu'il y a un glissement vers les idées du RN. Est-ce qu'on ne peut pas aussi lui donner un peu de crédit là-dessus? Chez Gérald Darmanin? Oui, notamment, et chez une partie des députés macronistes. Ah, chez tout le pays. Il y a un basculement quand même dans les propos. Oui, je crois l'ancienne porte-parole Maud Bréjon, qui a fait aussi un tweet qui reprenait des éléments de langage de l'extrême. Ouais, le pas d'amalgame. Il y a quand même un basculement généralisé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un basculement, surtout, depuis qu'on sait que le gouvernement Bayrou ne va pas chuter demain. J'ai l'impression que ça y est, les gens se projettent un peu plus sur 2027, en fait. Darmanin n'est pas le dernier. J'aime bien Gérald, j'aime bien tout le monde. Moi, j'ai de problème avec personne. J'ai pas de problème avec Retailleau non plus. Mais il faut reconnaître que maintenant que ce gouvernement a un peu plus de visibilité, chacun commence à se projeter un peu et se dit oula, si Bayrou dure jusqu'à l'automne prochain, on sera à 18 mois des présidentielles. Il va sûrement y avoir, à l'automne prochain, on sera en train de parler des primaires qui vont structurer la vie de beaucoup de partis pour désigner nos candidats. Donc là, ça y est, je crois qu'il y en a certains qui se sont dit, là maintenant, il faut que je me positionne. Et je crois que Gérald et probablement Maud, avec lui, parce qu'ils sont proches, se sont dit, il faut qu'on prenne cet espace. Il y a un espace. Il a annoncé d'ailleurs qu'il y avait un groupe de réflexion qui commençait à mettre en réflexion. J'ai participé, je suis allé écouter déjà le groupe de réflexion de Gérald Darmanin, qui, sur certains aspects, a des réflexions tout à fait, on va dire, sociales, et puis sur d'autres, effectivement, on sent qu'il y a la volonté de ramener vers une proposition différente du point de vue électoral des gens qui votent RN actuellement. Mais moi, les électeurs du RN, je ne les considère pas jamais comme des électeurs du RN. Je les considère comme des Français électeurs qui votent RN. Mais par contre, c'est parce qu'ils votent RN au premier tour d'une élection qu'ils ne pourront pas voter pour quelqu'un d'autre au second tour. La question, c'est comment est-ce qu'on les convainc de voter pour nous. Moi, au second tour de mon élection législative, ces 2 dernières fois, j'étais à chaque fois face à un candidat NFP. Je savais très bien que j'avais certains électeurs qui avaient voté RN au premier tour qui, au second tour, allaient voter pour moi. Donc, effectivement... Pour faire barrage à la gauche. Oui, pour faire barrage à la gauche, et d'autres aussi parce qu'ils trouvaient que je ne faisais pas un mauvais boulot. Donc voilà, moi, on ne va pas insulter les gens qui ont voté RN un jour ou qui continuent à le faire en leur disant va des rétro-satanas, je ne veux plus jamais que vous votiez pour moi. Mais pour revenir un peu au droit du sol, au fait d'étendre les restrictions du droit du sol à l'ensemble du territoire national, vous l'avez dit, c'est une idée qui divise beaucoup au sein de PR. Est-ce que
tout comme lors de la première loi immigration, il n'y a pas un peu un risque que ça divise en fait, on disait Gérald Darmanin essaie de prendre un espace, est-ce que le risque derrière n'est pas plutôt que ça divise? Je pense que ça divisera si à un moment, effectivement, il y a une loi qui est posée, un projet de loi qui est posé par le gouvernement, ou une PPL éventuellement qui est étudiée dans une niche, qui nous oblige à examiner le texte et qu'on nous oblige à nous positionner et qu'on oblige le groupe à trancher ou à ne pas trancher, qu'on a une liberté de vote, mais que du coup, les expressions parlent dans tous les sens, un peu comme au moment de la loi immigration. Je pense que ça serait pas très habile de notre part à nous, maintenant, de lancer ce processus. En même temps, ce serait habile de la part du RN, lors de sa prochaine niche, de nous obliger à nous positionner. Effectivement, ça provoquerait sans doute des désaccords au sein du groupe qui, pour certains, seraient insupportables et pourraient provoquer de nouveaux départs, effectivement. Alors on va parler sans transition, j'ai envie de dire, d'un sujet évidemment qui fait beaucoup réagir dans le chat. On nous demande de poser la question évidemment sur l'affaire Betaram. Donc on rappelle des actes de violence physique, de violence sexuelle dans un établissement catholique privé avec financement public. Voilà. François Bayrou, d'après une enquête de Mediapart, aurait été mis au courant de ces affaires-là. Il a nié. Mediapart a sorti des déclarations, des photos de Bayrou sur le sujet, qu'il a reçu également à la mairie, en tout cas de Pau. La mairie de Pau a reçu une lettre qui témoignait d'une victime. Bayrou a été interrogé aujourd'hui et hier sur le sujet. Il esquive quelque peu quand même le sujet. Est-ce que François Bayrou, si c'est confirmé qu'il était au courant, doit démissionner? Qu'il est couvert des faits graves, puisque son épouse aurait été mise au courant, mais voilà. Est-ce qu'il doit démissionner s'il est reconnu? Les faits graves remontent à, pardon de 1960 à 2010, et que... lui, il les aurait couverts à quelle époque? Dans les années 96, puisque sa fille ou son fils était dans la classe d'un élève qui a été victime de violences physiques. L'alliage Mediapart et Edwy Plenel, soudain, en février 2024, se disent tiens, c'est vraiment le moment où il faut qu'on parle de ce sujet-là. Il me semble que il y a une enquête et il y avait eu un article qui avait déjà été sorti. En gros, pour résumer, l'histoire de Betaram, c'est un secret de polichinelle au niveau local, puisqu'en 96, Bayrou s'était rendu à Betaram pour rendre... Apparemment, ses enfants y étaient scolarisés, non? Oui, tout à fait. Pour soutenir aussi Betaram quand il était ministre, il a dit ils ont subi des attaques. Enfin, j'ai plus l'expression exacte, mais il était venu avec même Douste Blazy, qui était maire de Lourdes à l'époque. Enfin bref, il s'était rendu sur place pour soutenir. Est-ce que si les faits sont allégés, qu'il était au courant et qu'il ne l'a pas dit, parce qu'il aurait même contacté un juge, le juge dit si, il est venu me voir, Bayrou dit je ne suis pas allé le voir, mais Bayrou dit qu'il allait le voir. Si ces faits-là sont prouvés via potentiellement une enquête judiciaire ou autre, est-ce qu'il doit démissionner? Écoutez, on verra. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que c'est clairement une histoire qui est instrumentalisée pour essayer de rabibocher le NFP autour d'un élément fédérateur négatif. Si les faits sont réels, au-delà même, si un Premier ministre, peu importe Mediapart les raisons pour lesquelles ça sort, en soi, c'est vraiment, on s'en fout. Si le Premier ministre a ouvertement couvert des faits, en plus, il était déjà élu à ce moment-là, donc je crois que c'est l'article 11, enfin, l'article 40. Si quelqu'un, si un responsable politique qui est au courant qu'il se passe quelque chose clairement illégal, immoral, est dangereux dans un endroit et couvre cela pour une raison ou pour une autre et ne lance pas l'alerte, effectivement, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Maintenant, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas ce qu'a dit le juge, je ne sais pas ce qu'a dit l'autre, je vois juste une convergence d'intérêts et je n'ai pas envie de me faire manipuler sur ce sujet. Donc, oui, effectivement, dans la théorie, effectivement, ça serait inacceptable. Maintenant, dans la pratique, je pense que s'il y a une enquête, s'il y a des déclarations qui vont être faites, ça sera fait avec rigueur, sur la base de faits, et à ce moment-là, on verra bien. Et dans ce cas-là, je me positionnerai sur le sujet, sur le cas précis de François Bayrou. Et penser aux victimes, évidemment. Évidemment, penser aux victimes, et surtout, penser à ce qu'elles ne se fassent pas instrumentaliser 30 ans plus tard, simplement pour des raisons purement politiciennes. Alors du coup, sans transition, en effet, on va aborder, le temps file, on va aborder notre deuxième thème, puisque ce soir en séance, on va discuter de la proposition déposée par Gabriel Attal sur les mineurs délinquants. Selon vous, il était nécessaire ce texte ? Écoutez, moi je pense qu'effectivement, il y a une préoccupation dans la société vis-à-vis de la violence accrue qu'on constate chez les mineurs.
Alors, est-ce que c'est, là encore, est-ce que c'est une violence perçue? Est-ce que c'est un accroissement réel ou est-ce que simplement une perception? Je vous avoue que je ne sais pas. J'avais une conversation hier soir avec ma mère. Ma mère, comme vous l'imaginez, elle n'est pas de notre génération. Et elle me disait, mais rends-toi compte, ce garçon qui s'est fait tuer à la sortie de... Elias, qui s'est fait tuer à la sortie de son match de foot. Ça ne serait jamais arrivé à l'époque. Je dis, mais si, maman, ça arrivait. Mais non, ça ne serait jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé à toi. Je faisais du foot. Sauf que si, ça m'est arrivé de me faire courser par des skinheads avec un de mes coéquipiers turcs parce qu'il y avait eu des échanges d'insultes, etc. Et les skinheads avaient des couteaux derrière. Sauf que je n'allais pas le raconter à ma mère en arrivant. Et qu'on n'en parlait pas autant dans les médias. Effectivement, je courais plus vite que les skinheads et il n'y avait pas CNews pour raconter Stéphane Vogetta s'est fait courser par des skins. Non, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, les skinheads sont tombés à la fête foraine sur mes copains turcs et leur compte a été réglé à ce moment-là. Et voilà, et ça n'a pas émerger dans la sphère médiatique. Il faut casser la gueule aux skinheads, c'est ce qu'on entend. Il faut courir plus vite que les skinheads, déjà. Il y en a moins maintenant. Non, mais maintenant, c'est très grave ce qui s'est passé avec Gérald Elias. Darmanin dit les mineurs d'aujourd'hui ne sont plus ceux de 1945, en faisant rapport à la loi de... Il y a quelque chose qu'on voit aujourd'hui et qu'on ne voyait pas à l'époque, c'est, je pense, la mesure dans laquelle les mineurs portent des armes blanches en particulier. Et ça, je pense que c'est inquiétant, parce que ça les rend beaucoup plus dangereux. Il y a toujours eu des bagarres partout, à tous les âges, mais souvent 14, 15, 16, 17, 18, 19 ans, la testostérone, etc., sans vouloir genrer excessivement le débat. Mais François Bayrou dit qu'il faut avoir une réflexion sur les armes blanches. Il faut aussi avoir une réflexion sur les armes blanches, effectivement. Il devrait être absolument interdit de porter quelque type d'arme que ce soit au sein d'un établissement scolaire. C'est l'évidence même. Ça devrait être passible d'une expulsion et d'un bannissement systématique. Mais en l'occurrence, moi, je pense que oui. On nous demande, la société demande à ce qu'on débatte de renforcement des sanctions pour des mineurs récidivistes qui ont plus de 16 ans et qui peuvent éventuellement être utilisés ou utiliser l'excuse de minorité pour commettre des délits. Donc oui, il faut qu'on ait ce débat. D'accord. Là, on parle de sanctions. Il y a des avocats qui disent que cette loi, elle est démagogique, et notamment une que je vais citer très exactement. La sévérité seule est un coup d'épée dans l'eau. Pour lutter contre la criminalité, il faut revoir le système éducatif. Donc en fait, il faudrait voir l'avant, l'après-acte. Est-ce qu'on a les moyens de faire ça? J'entends le discours où à chaque fois on dit oui, mais arrêtez, vous faites que du répressif, de l'autre côté il faut éduquer. Évidemment, il faut éduquer. Mais nous, on fait la loi ici. La loi, c'est pas... on n'est pas là pour écrire les règlements intérieurs, on n'est pas là pour écrire le programme éducatif de l'éducation nationale et de l'enseignement civique. Nous, on fait la loi et on dicte ce qui sera le cadre d'analyse d'un juge ou de la justice dans le cadre de certaines infractions. Donc forcément, ça ressemble à du répressif plutôt qu'à de l'éducatif. En parallèle, évidemment, il faut encourager notre système éducatif à aborder ces sujets, à mieux faire comprendre aux jeunes que la violence, c'est mal, que respecter l'intégrité physique de l'autre, etc. Mais vous savez, quand on fait la loi aussi, c'est pas pour le plaisir d'envoyer des gens en prison ou de leur faire payer des amendes. C'est parce qu'on veut changer les mentalités. C'est ça, faire la loi, en fait. C'est pas simplement se dire, super, on va pouvoir remplir des prisons. Moi, je voulais pas mettre des influenceurs en prison. Je voulais que les influx-voleurs arrêtent d'arnaquer les gens. Ben voilà. Et en fait, la loi, elle a fonctionné parce qu'il n'y a pas eu besoin d'envoyer des gens en prison pour que les mentalités changent. Et j'espère que si on a un bon débat autour de la violence et la délinquance des mineurs récidivistes de plus de 16 ans, eh bien dans ce cas-là, ils vont comprendre qu'ils ne sont plus à l'abri grâce à leur minorité. Vous parliez justement de l'excuse de minorité. Il faut avoir une réflexion, remettre en cause l'excuse de minorité ou pas? C'est ce que fait un peu ce projet de loi, effectivement. Oui, effectivement. Puisqu'on sait très bien que dans le cadre de certaines activités délictuelles organisées, trafic de drogue notamment, certains majeurs utilisent des mineurs pour faire certaines tâches, en sachant que s'ils se font attraper, eh bien, ils ne sont pas sujets aux mêmes sanctions que s'ils avaient 2 ans de plus, en faisant la même chose, avec le même caractère de danger ou de violence. Donc voilà, éliminons cette incitation à utiliser des mineurs pour commettre des forfaits. Et que si des gens veulent commettre des forfaits, eh ben, qu'ils le fassent en sachant qu'ils seront exposés à toute la force de la loi. Et donc ça veut dire pour vous qu'on peut juger de la même manière quelqu'un qui a 14 ans, quelqu'un qui a, disons, 35 ans, quitte à envoyer... C'est plutôt 17 ans, 14 ans. Admettons, 16-17 ans. Oui. En tout cas, quelqu'un de très jeune, donc de mineur. On peut le juger de la même manière qu'un adulte, quitte à l'envoyer en prison à cet âge-là, selon vous? En un mot, oui. Mais du coup, c'est le mineur qu'on va sanctionner alors qu'il est utilisé par un majeur? Il faut que les deux soient sanctionnés. Il faut qu'il y ait une aggravation des peines, des circonstances aggravantes, si effectivement on réussit à attraper aussi le donneur d'ordre ou l'organisateur
de cette activité criminelle organisée. Et quid des parents? Est-ce que vous pensez qu'il faut pénaliser aussi les parents de mineurs délinquants? On dit parents défaillants, entre guillemets. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on leur coupe les allocations familiales, etc. Vous n'avez pas l'air convaincu. Le problème, c'est que c'est souvent pas les parents. Quand on voit des enfants qui sont comme ça, qui se laissent embarquer dans des activités délictuelles, mafieuses, claniques, c'est souvent des enfants qui sont délaissés, souvent dans la situation de famille monoparentale. Donc c'est souvent le parent, c'est souvent la parente. Et malheureusement, là, les circonstances atténuantes, elles existent. Ces mères, en général, il s'agit de mères, ont beaucoup de difficultés à maintenir la tête hors de l'eau pour elles, pour leur famille, pour leurs enfants. Et donc, est-ce qu'on veut vraiment leur rajouter des difficultés en ajoutant aux sanctions légitimes que pourraient subir leurs enfants, des sanctions qu'elles-mêmes pourraient subir, mettant ainsi en danger le reste éventuel de la fratrie? Là, pour le coup, je ne suis pas sûr. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui demande justement dans le chat en disant ce qui est dit dans les études sociologiques, c'est que ce durcissement de la loi n'aura probablement pas l'effet escompté par rapport à ce que vous disiez, c'est ça? C'est-à-dire de ce que je comprends, c'est le côté répressif, en fait, et contre-productif par rapport à la situation sociale de base. Non, pas contre-productif. J'essaie de traduire la question de la personne. Je ne suis pas sûr que la question était super bonne, en fait. Mais je pense simplement, la question, celle du chat, la vôtre elle est très bien traduite, mais enfin, vous ne pouvez pas rattraper les dégâts. Non, mais je pense simplement qu'il faut qu'il y ait une modification des mentalités. Ça passe par un débat public. Là, ce qu'on a en ce moment, c'est un débat public autour de cette loi. La loi, enfin en tout cas, la proposition de loi provoque un débat public. Ça sert notamment à ce que les gens réalisent qu'il n'y a pas d'impunité. Il n'y a pas d'impunité due à la minorité si on fait ou si on récidive sur certains types de délits particulièrement graves. Et ça peut aider à faire changer les mentalités, à faire dire non, finalement, je vais m'abstenir de ce type d'activité délictuelle. Après, effectivement, on aurait tous envie que les parents aient la force de dire, de ne pas laisser traîner leur fils ou leur fille quand ils savent à quoi ils s'exposent. C'était AYAM ou NTM? NTM. Je vous propose, puisque on arrive bientôt à la fin de l'émission, d'aborder le dernier thème. On parlait d'ingérence étrangère. Donc, en plus, vous, d'être député des Français de l'étranger, en plus de ça, vous êtes un fervent utilisateur de Twitter. Est-ce que, avec Trump et Elon Musk, le risque d'ingérence étrangère venue des États-Unis, est-ce qu'elle augmente? Non, c'est pas de l'ingérence, là, c'est de l'influence. C'est quoi la différence? Musk, c'est un méga influenceur. C'est une personnalité qui, sur les réseaux sociaux, utilise justement cette personnalité pour promouvoir certaines causes. D'accord? C'est exactement la définition qu'on a créée dans la loi influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un qui met en jeu sa personnalité et sa notoriété sur les réseaux sociaux pour promouvoir certains produits, certains services ou certaines causes à titre onéreux. Musk ne le fait pas vraiment à titre onéreux. Il le fait pour le plaisir, c'est ses convictions. Bon, en même temps, il y a un alignement d'intérêts entre ses convictions et le fait que si Trump est élu et si les choses se passent bien, en général, ça va bien se passer aussi pour les entreprises de l'univers ou de l'écosystème d'Elon Musk. Mais c'est un influenceur. Mais justement, quand on mêle la politique à ça, en tant que patron de Twitter X, est-ce qu'il n'y a pas justement le risque que cette influence se transforme en ingérence? Je ne sais pas si tu as vu, il a déclaré un truc cette nuit, il était dans le bureau Oval il a été interrogé sur les fake news qu'il balançait. Et il dit, certaines choses que je vais dire seront fausses et devront être corrigées. Il balance des trucs, du moment que ça va dans son sens, il s'en fout. C'est pas vrai, il faudra corriger. Comment on peut... certains sont libertariens et disent on contrôle rien, c'est fric, les autres contrôleront eux-mêmes. Quel équilibre on doit trouver justement pour ça? Donc le problème, c'est que Musk et d'autres mentent sur les réseaux sociaux ou disent des choses qu'ils pensent, qu'ils n'ont pas vérifiées. Quand on a 200 millions et 4000 abonnés, c'est pas tout à fait le même impact. Effectivement, on bosse tout le monde tout le temps sur X. On est bras droit de Donald Trump. Par ailleurs. Non, mais bien. C'est un influenceur qui doit effectivement être fact-checké. Moi, franchement, si j'étais Mistral AI, l'intelligence artificielle française, moi, au lieu de créer un énième chatbot, qui est très bien, qui a l'air de marcher, le chat, il a l'air de marcher plutôt bien, moi, ce que je créerais, c'est une intelligence artificielle qui aiderait tous les utilisateurs des réseaux sociaux et du numérique en général à avoir un outil qui permet de déterminer si ce qu'on voit sur notre écran
a une probabilité plus ou moins élevée d'être vraie ou pas. Si l'image qu'on voit a été totalement photoshopée, si la vidéo qu'on voit est issue de l'intelligence artificielle, si le texte qu'on voit a été créé par un homme ou par un ordinateur, et si l'information qu'on voit est probablement vraie ou si c'est une fake news totale. Ça, c'est quelque chose qui aiderait, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus une demande de la population qu'on nous aide d'une manière aussi neutre que possible à analyser ce que l'on voit et ce que l'on nous dit sur les écrans. Mais juste, il y a quelqu'un qui pose à nouveau la question en disant c'est quoi la différence entre influence et propagande quand les réseaux sociaux sont plus écoutés, sont presque plus légitimes que la parole de l'État pour beaucoup d'utilisateurs. Et c'est là où il y a peut-être une situation particulière de Musk en étant... Non, mais l'ingérence, voilà, en étant... L'ingérence, c'est quand quelqu'un par derrière soudoie un membre de votre communauté pour faire infléchir ses décisions, qu'ils prennent des décisions qui vont dans le sens que la personne, que le soudoyeur souhaite. Là, mais en général, il y a une idée d'anonymat, c'est fait sous la table. Là, c'est de l'influence, c'est fait au grand jour. On voit Musk qui est très clair sur le fait qu'il a envie que ce soit l'extrême droite qui gagne les élections en Allemagne. Bon, il le dit. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, il a 200 millions de followers. Il gère l'algorithme de son réseau social. Il y a une armée de bots aussi, justement, pour faire la pub de sa présence à l'AfD. Elon Musk, c'est une contradiction vivante, parce qu'il avait racheté Twitter à la base, parce qu'il en avait marre de voir la vérité ou le flux normal de la conversation manipulé par des bots. D'ailleurs, il s'est plaint au moment du rachat du prix qu'on l'obligeait à payer parce qu'une majorité des comptes ou une grande partie des comptes étaient des bots. Maintenant, on ne parle plus de bots, simplement on parle des algorithmes qui n'ont plus besoin de bots pour surmultiplier l'impact et la diffusion de tel ou tel message. Et du coup, comment aujourd'hui on arrive à faire la différence entre la mauvaise ingérence de la Chine et de la Russie, je caricature, et la bonne ingérence ou la bonne des États-Unis, par exemple? Comment est-ce qu'on... Je ne suis pas sûr que... Est-ce que l'ingérence de Musk qui veut que l'extrême droite gagne en Allemagne, est-ce que c'est vraiment une bonne ingérence? Non, mais c'est une ingérence et il faut qu'on sache que c'est de l'ingérence. C'est une bonne influence, vous disiez influence. Influence. Entre les deux, comment on fait? Par contre, si le gouvernement russe finance un parti politique français à travers des artifices comptables un peu spéciaux afin de pouvoir obtenir certaines positions d'une manière plus ou moins explicite, ça, c'est beaucoup moins transparent. D'accord? Moi, j'aime bien la transparence de... J'aime pas ce que dit Musk. Enfin, je reviens. Musk, je l'admire en tant qu'entrepreneur. D'accord? En tant que politicien et influenceur politique, franchement, non, j'aime pas. J'aime pas parce que ça va pas exactement dans le sens de mes idées et de mes convictions. Mais au moins, c'est clair, c'est transparent. Le problème de l'ingérence classique, ou pas classique, d'ailleurs, on le voit aussi avec Bakou, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, etc., c'est la volonté de corrompre pour influer sur la marche des affaires intérieures d'un pays tiers en déviant l'action de certains responsables politiques. Mais pardon, vas-y, je t'en prie, vas-y. Rebondir. Je voulais juste rebondir sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas si c'est là que tu allais aller. Vous parliez tout à l'heure d'éventuellement créer un outil qui permettrait à tout le monde de détecter quelles sont les fake news, en gros d'avoir une utilisation intelligente des réseaux, d'Internet, etc. Pas forcément intelligente, mais au moins renseignée. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Ma question c'est, en fait, comment on fait pour que les gens s'en saisissent, alors que de toute façon, on est tous déjà un petit peu, à différents degrés, en train d'utiliser ChatGPT. Enfin, voilà, comment on fait? Si les citoyens européens, par exemple, ne s'en saisissent pas, finalement, ça ne sert à rien. Je pense qu'il y a un moment où il y aura une demande de marché. Le marché dira, OK, moi j'adore, les gens continueront à être sur Twitter, ils seront aussi sur ChatGPT, etc. Ils continueront à lire Le Monde, Mediapart, etc. Et de temps en temps, ils diront, mais est-ce que c'est vrai ce que je vois là? Est-ce que cette vidéo de Elon Musk qui sauve un enfant dans un incendie, est-ce que c'est vrai ou c'est simplement encore une élucubration? Est-ce que c'est vrai Donald Trump qui fait un mouvement de la tête sans lequel il aurait été abattu, etc. Est-ce que tout ça, les gens n'y arrivent plus, d'accord? Donc il y aura une demande. Et je pense que sur les téléphones, à terme, il y aura sans doute un bouton supplémentaire. Enfin, moi, si j'étais un fabricant de téléphone, si j'étais Mistral AI, je ferais en sorte de convaincre les fabricants d'intégrer à leur téléphone un bouton supplémentaire qui permet à chaque utilisateur, quand il se pose la question de j'aimerais bien savoir si ce que je vois
est vrai ou pas, ou est probablement vrai ou probablement faux. Un clic sur un bouton et on nous donne une notation qui ne vient pas du ministère de la Vérité, mais qui vient d'une intelligence artificielle certifiée comme étant aussi neutre que possible, qui croise des millions de sources, etc., et qui ne nous dit pas c'est vrai ou c'est faux, mais qui nous dit à 83% c'est probablement vrai, ou à 92% c'est probablement une fake news, ben, je pense que ça éclairerait la perception que les gens ont de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, et ça aiderait à renforcer la démocratie. Et rapidement sur la loi influenceur, j'ai regardé le site de l'Assemblée sur la publication des décrets. Je vois qu'il y a toujours 2 décrets qui ne sont pas publiés. Ça fait 33% des décrets qui devaient être publiés qui ne le sont pas. Oui. C'est l'article 3 et 8.2. C'est quoi qui bloque ? Alors, ce qui bloque déjà, c'est qu'il y a eu quand même pendant un an une petite bataille avec la Commission européenne. Ils voulaient qu'on modifie certains aspects de la loi influenceur. Finalement, on a négocié et on a modifié à travers une ordonnance qui a été publiée en décembre, qui va être ratifié maintenant ou qui est ratifié par l'Assemblée nationale. Et ensuite, le plus gros problème de la loi influenceur, c'est qu'il nous manque une certification. J'ai oublié le terme, mais en fait, il faut que la DGCCRF soit habilitée. Il manque une habilitation à la DGCCRF pour qu'elle puisse agir contre les personnes qui contreviennent à la loi influenceur en continuant à faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour de la chirurgie esthétique. Et par exemple, on a vu un article du Parisien il y a un mois qui revenait là-dessus, qui disait Magali Berda et plein de ses influenceurs sont de retour sur les réseaux et ils recommencent à faire de la publicité pour la chirurgie esthétique alors que c'est explicitement interdit noir sur blanc par la loi influenceur. En fait, il manque à la DGCCRF une habilitation gouvernementale pour donc ils profitent en fait que le décret ne soit pas publié pour... Voilà. En fait, ils ne sont pas hors la loi actuellement. Ils ne savent pas que le décret n'est pas publié. Ils disent juste, tiens, on l'a fait, il y en a qui le font, ils continuent à ne pas être punis, donc l'impunité continue, donc on va revenir à nouveau sur ce créneau. Non, on est avec Arthur Delaporte, on travaille sur la loi numéro 2, on est allé voir Clara Chapaz il y a 15 jours, on lui a dit, Madame la Ministre, maintenant, il faut habiliter la DGCCRF. La ministre de l'IA et du numérique. Il faut que la DGCCRF tape fort et fasse un exemple avec certains influenceurs qui bravent les règles qui ont été votées par le Parlement. Écoutez, merci beaucoup. On va suivre du coup cette loi numéro 2 prochainement. Merci beaucoup. On vous réinvitera pour en parler. Merci beaucoup Stéphane Vegeta d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Voilà, on arrive malheureusement au bout de cette émission. Non. On vous donne rendez-vous, le chat. On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Mercredi prochain. On est mercredi prochain. Mercredi prochain. Jeudi, c'est à 16h30. Bonne journée tout le monde. À bientôt. À jeudi prochain. Salut tout le monde. Ciao, bonsoir. Salut.